L'amitié, un lien révolutionnaire? Salut à toutes et à tous, salut Ingrid, comment ça va après cette longue pause? Bah écoute, ça va bien. Là, actuellement, je suis en Espagne pour quelques jours, pas très loin de Toulouse, hein, vraiment, juste, j'ai pris la voiture pour aller sur la côte parce que en ce moment, au moment où on enregistre, c'est la canicule, une des nombreuses vagues de chaleur qu'on connaît en ce moment. Et à Toulouse, il fait vraiment très chaud, donc je suis partie avec une copine et son bébé. On s'est fait un petit moment au frais en Espagne sur la côte. Et toi, comment tu vas? Moi ça va, il fait assez chaud aussi à Marseille, mais c'est plus supportable que chez vous à Toulouse, vu qu'on est au bord de la mer. On a 30-31 degrés, alors que toi tu me disais vous êtes plutôt autour des 40. Donc nous ça va, on arrive encore à respirer. Oui, je disais qu'on avait fait une longue pause, et c'était pas à cause de la chaleur, mais plutôt à cause de raisons personnelles, notamment de mon côté. Les dernières semaines ont été assez chargées, assez compliquées. Rien de très grave, mais j'avais pas du tout la tête à enregistrer le podcast. C'est pour ça que cette pause s'est imposée. Et on vous l'avait pas dit parce que c'était pas du tout prévu, mais c'était, on peut dire, un cas de force majeure. Voilà, les événements ont fait que on n'a pas pu enregistrer d'épisode et c'est ma faute. Donc voilà, je vous présente mes excuses, mais là, on est de retour malgré cette chaleur avec un sujet assez léger pour commencer l'été. Et c'est toi qui l'as choisi d'ailleurs. Alors pourquoi tu as choisi ce sujet de l'amitié? Eh bah oui, c'est un sujet en fait sur lequel je commençais à réfléchir bien avant qu'on fasse cette pause, parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'amitiés qui comptent beaucoup, hein. Je viens de vous le dire. Là par exemple, je suis partie quelques jours avec une copine et son bébé, et c'est des choses que je fais souvent, de passer du temps avec des amis qui sont pour moi comme une nouvelle famille dont je suis par exemple, je peux être marraine des enfants ou m'occuper des enfants avec elle, etc. Tu peux expliquer ce que c'est, marraine? Peut-être que tous les auditeurs ne connaissent Marraine, pas ce c'est mot. un lien qui est choisi quand des parents décident que deux personnes, en général, un parrain pour les hommes et marraine pour les femmes, sont des personnes un peu spéciales pour leurs enfants, à qui ils confient le soin d'être quelqu'un d'important, de prendre soin. C'est un lien familial, mais choisi. Anciennement, ça se faisait surtout au cours des baptêmes à l'église, mais maintenant, ça existe aussi de façon plus informelle, voire ça peut se faire aussi à la mairie. C'est pas quelque chose qui est officiel aux yeux de l'État, il n'y a pas de responsabilité officielle, mais quand même, c'est un lien symbolique choisi par les parents. Et donc, voilà. Et Le Parrain, c'est aussi le titre de la trilogie de films de gangsters, peut-être la plus célèbre de l'histoire du cinéma. Donc voilà, si vous avez toujours pas deviné ce que c'est, je pense que ça vous aidera à mieux comprendre. Donc oui, un parrain et une marraine. Voilà, c'est ça. Donc moi je suis marraine et je suis plusieurs fois marraine, en tout cas même quand c'est pas officiel. Il y a beaucoup d'amis avec qui je forme un peu cette famille choisie, et justement donc une de ces amies une fois m'a envoyé par la poste un livre qui s'appelle Nos puissantes amitiés de Alice Rebaud. Et donc, j'ai lu ce livre ces derniers mois et je me suis dit, ah mais tiens, il y a un sujet de podcast qui pourrait être intéressant à partir de ces relations qui me paraissent à moi assez banales, mais finalement qui sont un vrai sujet qui peut être étudié. Et voilà, j'en ai parlé avec toi, Hugo, et on s'est dit que ça pouvait être pas mal d'explorer tout ça. Ouais, c'est vrai que l'amitié, c'est un sujet qui est assez peu étudié finalement et dont on parle assez rarement, surtout si on le compare à l'amour, par exemple. C'est vrai que c'est plutôt quelque chose qu'on prend pour acquis, qui est très important à certaines périodes de la vie, à partir de l'adolescence notamment, ensuite pendant les études. Et puis après, quand on commence à travailler, à fonder peut-être une famille, l'amitié passe un peu à l'arrière-plan. On a l'impression que voilà, c'est quelque chose
qui était important quand on était jeune, et puis maintenant on doit se concentrer sur la famille et ça disparaît un peu par la force des choses. Mais comme on va en parler, on va voir que finalement l'amitié, ça a une place de plus en plus importante, même à l'âge adulte, dans la vie de certaines personnes, et puis qu'il y a peut-être une dimension aussi politique à ça, non? C'est pour ça que tu as eu l'idée de ce titre. Mhm. Voilà, exactement. On va peut-être dérouler maintenant parce qu'on a plein de choses à dire. C'est parti. Pour commencer, avant de parler de l'amitié en soi, il faut qu'on parle du type de relation qui, pendant longtemps, a été le plus important dans nos vies et qui n'est plus un modèle aussi important. Et je parle là de la famille nucléaire. Ce qu'on appelle famille nucléaire, c'est la famille classique avec un père, une mère et les enfants qui forment un cadre qui est le cadre classique, là où tout se passe, là où on passe le plus clair de son temps. Et il se trouve que la famille nucléaire, elle n'a plus le monopole de mode de vie. Oui, c'est vrai, et comme tu l'as dit, la base de ce modèle, c'est le couple hétérosexuel qui a vocation à devenir parent, donc un homme, une femme qui vont devenir père et mère. Et bon, on va pas vous sortir toute une ribambelle de chiffres, mais dans la plupart des sociétés occidentales, les statistiques montrent qu'il y a de plus en plus de divorces. Les séparations aussi sont de plus en plus communes, de plus en plus courantes, alors que il y a encore 30 ou 40 ans, c'était quelque chose qui était mal vu de divorcer, c'était assez rare, on évitait à tout prix de divorcer, et puis ça s'est vraiment banalisé. Et en effet, miroir à ça, il y a de plus en plus de personnes qui décident ou qui, par la force des choses, sont célibataires. Donc ce couple hétérosexuel basé sur une vision un peu romantique n'est plus la norme statistique qu'il était il y a quelques décennies. Oui, c'est en plus pas seulement une question de chiffres avec des couples qui ne fonctionnent pas. Par exemple, on pourrait dire que c'est l'échec de notre génération de ne plus réussir à faire durer un couple. Mais en fait, il y a carrément une remise en question de ce cadre lui-même. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui estiment que le couple ne doit pas être la base des relations sociales, que c'est quelque chose qui peut exister comme un plus, mais qui n'est pas une relation qu'on recherche à tout prix. Et donc même philosophiquement, ça perd du terrain. Philosophiquement, c'est plus la chose qu'on recherche absolument. Oui, d'ailleurs, c'est même quelque chose qui est souvent tourné en dérision. Je pense que tu as aussi des gens comme ça dans ton entourage, mais les gens qui, une fois en couple, ne répondent que par on. Ils ne disent plus du tout je, mais ils disent toujours nous ou on, comme s'ils étaient incapables de faire quoi que ce soit sans leur moitié. Et voilà, il y a un peu cette vision très fusionnelle du couple qui a tendance à être tournée de plus en plus en dérision. Et c'est vrai que en plus, comme on est dans une société patriarcale, on en a déjà parlé souvent, il y a beaucoup de femmes qui ont tendance maintenant à affirmer que le couple, ça peut être quelque chose qui enferme, quelque chose qui, pour les femmes, peut être négatif à cause de la situation économique et culturelle qui font que on se perd un peu quand on est dans un couple hétérosexuel. Et j'ai notamment entendu il n'y a pas longtemps une interview de Lorraine Bastide, qui est une journaliste féministe assez connue, et elle a écrit il n'y a pas longtemps un livre qui s'appelle Enfin seule. Alors, j'ai pas lu le livre, mais je l'ai entendu en parler et ça avait l'air assez intéressant. Et elle parle en fait de l'idée de décider volontairement de ne plus vivre en couple, et que pour elle, c'est une forme d'émancipation qui lui permet justement d'aller chercher d'autres choses pour s'épanouir, notamment des relations amicales, des moments seuls aussi, etc., etc. Ouais, donc cette idée que sortir du couple, finalement, ça peut être un choix et c'est pas nécessairement un échec ou une privation, et notamment pour les femmes. C'est vrai que
Bon, les hommes seuls à un certain âge, c'est peut-être pas forcément très bien vu, mais pour les femmes, c'est encore plus stigmatisant d'être seul et de peut-être pas avoir d'enfants ou de famille après un certain âge. Mais donc, il y a ce couple qui est remis en cause, et puis plus largement, comme tu l'as dit, la famille nucléaire. Bon, là, on va vous donner un chiffre, mais en 2021, en France, les 2 tiers des enfants vivent dans une famille nucléaire. Donc, ça veut dire que le tiers restant, 1 tiers des enfants, vivent dans une famille qui n'est pas une famille nucléaire. Donc, c'est soit qu'ils sont dans une famille monoparentale, seulement avec leur mère ou seulement avec leur père. Bon, en général, c'est plutôt seulement avec leur mère. Soit dans ce qu'on appelle des familles recomposées. Des familles recomposées, c'est-à-dire que c'est un couple qui s'est formé après un divorce et qui a déjà en général des enfants. Donc voilà, en anglais on les appelle patchwork families et en français on dit des familles recomposées. Et de plus en plus, on a des nouveaux modèles qui commencent à émerger. Alors, c'est pas la grande majorité, évidemment, mais on entend beaucoup plus parler, en plus des familles recomposées classiques, avec des parents divorcés qui se mettent en couple et qui ont chacun des enfants de leur côté. On entend parler de plus en plus, par exemple, de coparentalité platonique, donc des amis qui décident de faire des enfants ensemble parce qu'ils sont célibataires et ils veulent des enfants. J'ai vu le mot pluriparentalité. Bon, j'avoue, je sais pas exactement ce que c'est parce que c'est pas trop le thème de cet épisode, mais il y a ça. Il y a aussi le terme de famille choisie que j'ai utilisé moi dans l'introduction, mais on en reparlera après. C'est un terme qui en fait a une histoire beaucoup plus importante que ce que je croyais avant de préparer cet épisode. Et donc, on commence de plus en plus à imaginer que la parentalité, la vie de famille ne doit pas forcément être associée à la vie amoureuse, encore moins à la vie amoureuse hétérosexuelle, hein, puisqu'on n'en a pas parlé parce que ça nous paraît de plus en plus courant, mais il y a aussi les familles homoparentales qui doivent passer par des étapes différentes pour pouvoir former une famille. Et donc, ben voilà, c'est un peu la réalité dans laquelle aujourd'hui on est. C'est moins de familles nucléaires et plus de possibilités de faire famille autrement. Et donc, pour continuer de présenter un peu ce contexte, donc là, on a parlé de la remise en question du modèle de famille nucléaire. Et à côté de ça, il y a une autre évolution très importante qu'on observe aussi dans la plupart des pays développés. C'est une augmentation de la solitude, on pourrait dire aussi une épidémie d'isolement. Il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent isolées. Et les chiffres d'ailleurs font peur, les chiffres sont assez alarmants parce que selon le baromètre 2025 d'une association qui s'appelle les Petits Frères des Pauvres, qui lutte contre l'exclusion, la pauvreté, etc., en France, 750 000 personnes âgées, donc des personnes, personnes âgées, autrement dit des personnes vieilles, vivent en situation d'isolement, ou en situation de mort sociale. Autrement dit, elles n'ont aucun contact humain régulier. Et ça, c'est une augmentation de plus 150% en 8 ans. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui se retrouvent totalement isolées. Et c'est pas seulement les personnes âgées qui souffrent de l'isolement, c'est toute la population. Par exemple, si on prend les chiffres des appels de SOS Amitié, une association qui lutte contre l'isolement, ils ont reçu plus de 3,7 millions d'appels en 2024, ce qui est un record dans leur histoire. Et puis, on peut aussi citer les étudiants, par exemple, pendant le Covid, on a beaucoup vu ça, les étudiants qui souffraient parce qu'ils étaient très seuls, enfermés chez eux. Et donc voilà, on a ce phénomène qui fait que beaucoup de personnes se retrouvent seules parce que soit ils ont coupé contact avec leur famille pour des tas de raisons, soit parce qu'ils n'ont pas de famille ou leur famille vivent trop loin. Et finalement, ce qui pourrait leur permettre de nouveau d'avoir du lien, c'est de valoriser d'autres types de relations. Ouais, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que grâce à la famille, on ne se retrouve pas dans ces situations d'isolement, mais en fait, on voit ici que le lien familial n'est pas toujours assez fort pour résister à ça. Et au contraire, ça c'est un chiffre qui m'a vraiment surpris,
Mais quand on regarde en France les personnes qui ont plus de 85 ans, eh bien 86% d'entre elles réussissent à maintenir un contact régulier avec leurs amis. Donc il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont plus de contact régulier avec leur famille, mais qui par contre réussissent à discuter au téléphone avec leurs amis, à leur rendre visite et à encore avoir une vie sociale, non pas grâce à leur famille, mais vraiment grâce à leurs amis. Et du coup, c'est en voyant aussi ces chiffres-là qu'on s'est dit, peut-être que c'est ça qui explique toute cette réflexion sur l'amitié, et peut-être que quand on mise trop sur la famille, on mise sur le mauvais cheval. Ouais, c'est une bonne expression. Miser sur le mauvais cheval. Je crois que ça existe aussi en anglais, je sais pas si ça existe en espagnol. Mais miser, il y a plusieurs significations, mais là c'est dans le sens de parier de l'argent. Par exemple, là en ce moment c'est la Coupe du Monde de foot. Bon, je l'ai pas fait, mais on peut dire que j'ai misé 100 € sur la victoire de la France. Et si la France gagne, bah, je vais gagner de l'argent. Donc voilà, miser, parier de l'argent. Miser sur un cheval quand il y a une course de chevaux, une course hippique. Et il y a l'expression miser sur le mauvais cheval. Autrement dit, On n'a pas parié sur le cheval gagnant. qui allait gagnant. Ouais. Et là, quand on utilise ça, cette expression, je pense, il y a un peu l'idée, en tout cas, ce qu'on veut transmettre là, c'est que on peut croire que c'est le meilleur cheval. Donc là, fonder une famille, avoir des enfants, se refermer seulement sur le couple, ça peut vraiment s'assurer d'avoir toujours quelqu'un avec soi. Et puis finalement, on constate que il y a les divorces, il y a les liens qui se passent pas bien, les enfants qui s'en vont très loin, etc. Alors que peut-être les amitiés, comme on peut en avoir plus, comme elles sont choisies, bon, on va voir tout ça, mais en tout cas, c'est quelque chose finalement sur lequel certaines personnes réfléchissent depuis longtemps, et ce sera notre deuxième partie, qui réfléchit à l'amitié d'une façon politique. Alors, l'amitié, on peut penser que c'est un sujet qui fait purement partie de la vie privée, mais en fait, pendant l'Antiquité, c'était quelque chose qui appartenait aussi à la vie publique. Aussi bien pour les Grecs que pour les Romains, l'amitié, c'était quelque chose de très important. Et c'était d'ailleurs un sentiment qui était compris dans un sens beaucoup plus large que celui d'aujourd'hui, parce qu'on parlait d'amitié aussi bien pour les amis, bien sûr, mais pour les amants, les parents, les citoyens, etc. L'amitié, c'était vraiment ce lien qui permet d'unir les gens entre eux. Et même pour les anciens, c'était quelque chose qui permettait d'unir, de créer une base pour la société. Et ça a été repris quelques siècles plus tard par les penseurs des Lumières, parce que pour les Lumières, l'amitié avait une dimension, on pourrait dire, politique. C'était là aussi la possibilité de fonder une société, non pas selon une hiérarchie verticale, mais plutôt grâce à des relations horizontales, des relations égalitaires, en s'appuyant sur la sociabilité naturelle des humains. Et politiquement, ça a continué à être un sujet de réflexion dans les penseurs politiques plutôt de gauche ou révolutionnaires. Par exemple, au moment de la Révolution française, on a beaucoup ce sujet qui est évoqué par les révolutionnaires, dont notamment Saint-Just, qui est un révolutionnaire assez connu, plutôt allié de Robespierre, si vous connaissez. C'est toute la tendance de la terreur des révolutionnaires assez, Hardcore. entre guillemets, voilà, extrémistes. Bon, on pourrait faire un épisode sur ça, sur la terreur et sur les différents courants au moment de la Révolution, mais donc qui réfléchissaient vraiment à la République comme quelque chose qui devait être un profond changement dans toutes les couches de la société, y compris dans les relations sociales. Et Saint-Just, lui, il parlait de l'amitié comme quelque chose qui devait être
parmi les citoyens, qui devait être quelque chose d'institutionnalisé, c'est-à-dire que la République devait organiser les amitiés. Il allait assez loin, il disait que les amis devaient être placés côte à côte au combat, qu'ils devaient être enterrés ensemble, que les hommes devaient déclarer leurs amis chaque année. En fait, comme on a institutionnalisé le couple avec le mariage, lui, il considérait qu'il fallait institutionnaliser l'amitié. Et d'ailleurs, il disait carrément que les personnes qui n'ont pas d'amis devraient être bannies de la société. Donc voilà, un peu extrémiste, mais en tout cas, il y a cette idée que voilà, qui a des amis présente aussi sa manière de penser, présente sa manière d'être dans la société, de participer à la société de façon positive. Ouais, et ça, c'est quelque chose qui a été repris ensuite à travers le socialisme et le communisme, sous le concept de camaraderie. Voilà, on savait que les communistes entre eux s'appelaient camarades. Et là aussi, derrière ça, il y a cette idée d'amitié et surtout d'égalité de conditions entre les personnes qui permet de créer un lien fort, une solidarité qui est presque plus forte que celle entre la famille ou entre le clan. Notamment parce qu'il y avait cette idée aussi de solidarité internationale des travailleurs. Donc c'est quelque chose qui devait aller encore plus loin que la nation, etc. Alors après, il faut préciser que, bon, pour les camarades communistes, c'est autant les femmes que les hommes parce qu'on est quand même sur une pensée assez égalitaire. Par contre, si on parle des révolutionnaires, c'était quand même très genré. On parlait aussi d'amitié seulement entre les hommes. Parce que les femmes, pendant longtemps, pas eu vraiment le droit à l'amitié. L'amitié entre les femmes était vue comme dangereuse parce que ça détournait les femmes de leur rôle de rester à la maison. C'était vu comme frivole parce que les femmes entre elles, vues par les hommes, ne pouvaient que parler de sujets futiles. Ou alors, c'était soit elles parlaient de sujets futiles, donc futile, ça veut dire léger, pas important, soit elles allaient au contraire former des clans qui pouvaient être dangereux pour l'équilibre de la société et donc elles pouvaient être contre les hommes. Et du coup, aujourd'hui, l'amitié entre femmes et l'amitié des femmes, c'est quelque chose qui peut être une revendication féministe. Et là, je reparle du livre dont j'ai parlé dans l'introduction. Dans Nos puissantes amitiés, Alice Rebaud parle de ce sujet, de l'amitié comme un impensé féministe. Elle explique que l'amitié, c'est quelque chose qui peut être revendiqué aujourd'hui par les femmes, justement pour se sortir du couple, pour se sortir du patriarcat et pour devenir plus fortes ensemble, pour pouvoir s'organiser entre elles, pour pouvoir se sortir de la charge mentale, pouvoir organiser leur famille ensemble. Et donc finalement, ça devient une pratique politique aujourd'hui qui permet aux femmes de sortir de l'enfermement du foyer, de l'enfermement de la maison. Oui, donc c'est quelque chose qui a été très important à travers le mouvement féministe, mais aussi pour le mouvement LGBTQ+, avec notamment le concept de famille choisie, que tu as déjà évoqué, qui est apparu dans les communautés gays américaines dans les années 80, au moment de la crise du sida. À ce moment-là, il y a beaucoup de personnes homosexuelles qui se sont retrouvées marginalisées, totalement exclues par leur famille, et le seul lien qui leur restait, souvent, c'était leurs amis qui faisaient partie de la même communauté. Donc là, il a commencé à avoir ce concept de famille choisie, donc une famille non pas fondée sur les liens du sang, mais avec des personnes avec qui on a décidé de partager sa vie, pas forcément des couples, mais voilà, plutôt à travers ce lien d'amitié.
Ouais, parce qu'en plus, les communautés LGBTQ+, se reconnaissent dans l'idée d'éloignement de la famille biologique, parce que c'est des personnes qui peuvent parfois être rejetées par leur famille, et donc elles vont trouver des liens qui peuvent ressembler à des liens fraternels, par exemple, mais plutôt dans l'amitié. Et ça, c'est quelque chose que maintenant, on va voir dans une dernière partie, qu'on peut retrouver même chez tout un chacun, même chez les personnes qui n'ont pas forcément cette obligation à cause de leurs conditions sociales. Finalement, on va avoir un nouveau lien qui peut devenir essentiel pour toutes et tous, peu importe leurs conditions. Alors, est-ce que tu as déjà eu un groupe d'amis, une bande de copains, Ingrid? Oui, j'en ai déjà eu, mais plus le temps passe, plus les bandes se dissolvent, on va dire, et on finit par avoir plutôt des amitiés un à un avec certaines personnes du groupe. Ouais, un peu à droite, à gauche, c'est vrai. Moi aussi, au lycée, j'avais un groupe d'amis. Après, pendant mes études, un autre. Et c'est vrai que, voilà, c'était super parce que c'est le groupe avec qui tu pars en vacances, tu vis des moments super forts et voilà, t'as l'impression que c'est vraiment des gens que tu vas voir toute ta vie. Et puis finalement, au fur et à mesure, chacun se met en couple, fonde une famille, etc. Et ça devient un peu difficile de maintenir ces liens. Et en plus, c'est un idéal qu'on nous vend beaucoup dans la culture populaire à travers une série culte dont vous avez forcément tous entendu parler, la série Friends. Un peu, un peu plus tard, il y a eu aussi la série How I Met Your Mother, où on voit à chaque fois un groupe d'amis qui se retrouvent dans chaque épisode, qui partagent tout, qui vivent en partie ensemble, qui ont des relations assez fusionnelles. Et quand on les voit, on se dit, ah, ça a l'air super d'avoir ce groupe d'amis avec qui on peut faire des blagues, on peut tout partager, il y a toujours quelqu'un pour nous remonter le moral. Mais dans la réalité, c'est assez difficile à maintenir ce genre de groupe. Il y a un anthropologue notamment qui s'appelle Robin plutôt Dunbar, qui a mené une étude qui a montré que le nombre de personnes avec qui on peut avoir des relations vraiment proches, c'est pas 15 ni 10, c'est 5. Au-delà de 5 relations vraiment proches, donc voilà, avoir des amis proches, c'est assez difficile en fait de conserver ce lien. Donc dans Friends et How I Met, je crois que c'est à peu près le nombre de... C'est Non, dans ça, hein. Friends, ils sont plus nombreux, mais Ils dans sont How I Met, 6. 6 et ouais, 5. Ouais. c'est à peu près ça. Mais bon, donc en théorie, c'est possible si vous avez seulement des amis, mais je ne sais pas si vous êtes très proche de votre frère ou de votre sœur, de vos parents, ça entre aussi dans le décompte. Et voilà, avoir un groupe de 5 amis, ça devient assez compliqué. Et puis, il faut aussi que ces amis soient amis entre eux, qu'ils habitent au même endroit, qu'ils aient les conditions matérielles de se voir tout le temps. On peut imaginer qu'on a 5 amis, mais que ce soit des relations séparées. On a tous cette expérience. On a des amis qui ne sont pas amis entre eux, soit parce qu'ils se connaissent même pas, soit parce qu'ils s'entendent pas. Et voilà, ce truc d'avoir vraiment un groupe, c'est quelque chose qui est un mythe. Et peut-être on peut souffrir parfois de se dire qu'on n'a pas cette relation-là, mais finalement, c'est quelque chose qui peut être repensé en se disant qu'on peut avoir une, deux amitiés très proches, voire 5, mais qui ne sont pas liées les unes aux autres, ou même que si on a la chance d'être très proche de son frère ou de sa sœur, ça compte aussi comme une amitié finalement que d'autres n'ont pas. Et voilà, donc il faut oublier un peu cette idée de l'amitié si on veut la repenser et voir plutôt ce qui peut naître aujourd'hui de nouveau. Ouais, c'est vrai que il y a des concepts qui apparaissent, notamment, on le voit avec les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui grandissent avec des adultes autour d'eux qui ne sont pas leurs parents biologiques, ni même forcément des personnes dans leur famille, mais qui jouent un rôle dans leur éducation. Alors, c'est drôle parce que c'est quelque chose qui a longtemps été le cas, notamment quand on vivait de manière
voilà, quand on vivait en tribu ou de manière nomade. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut un village entier pour élever des enfants. Avant le monopole de la famille nucléaire, il y avait plein d'adultes qui participaient à l'éducation des enfants, pas seulement leurs parents ni les instituteurs à l'école. Et c'est quelque chose qui est un peu en train de réapparaître. On l'a vu avec ce retrait de la famille nucléaire. C'est vrai que maintenant que tu le dis, je me dis, il y a des auditeurs qui doivent se dire, mais de quoi il parle? C'est quelque chose de très courant, qui existe depuis toujours, parce que c'est quand même très marqué culturellement. Là, on se situe en France. Je pense que les auditeurs et les auditrices qui sont dans d'autres pays européens, même peut-être d'autres pays de l'Europe de l'Ouest, je ne sais pas trop comment c'est dans l'Europe de l'Est. Peut-être, mais en tout cas, aux États-Unis, peut-être que c'est un peu pareil, mais je sais que peut-être il y a d'autres pays où ils ont ce concept d'avoir des tontons, des tatas, qui sont pas forcément des personnes avec qui il y a un lien de sang et qui s'occupent aussi des enfants. Il y a d'autres pays où il y a par exemple des personnes qui habitent tous dans un village où ils vont se connaître et avoir un peu ce truc de frontière entre une amitié et une famille, alors que ici, c'est quelque chose qui est réfléchi comme quelque chose de nouveau. On a des personnes qui ont des habitats partagés, qui vivent dans des cohabitations intergénérationnelles. Moi, je sais qu'à Toulouse, je connais quelqu'un qui vient d'emménager dans un immeuble. C'est un nouveau concept parce qu'il y a certaines pièces qui sont communes, mais chacun a son appartement, et puis c'est plusieurs générations, etc. En fait, on est tellement sorti de la communauté que on doit réinventer des nouveaux types d'habitats et de relations pour retrouver un peu ce collectif. Ouais. Oui, c'est vrai que pour faire une petite digression par rapport à ça, mais souvent le coupable qui est pointé du doigt, c'est le capitalisme. Parce que pour le capitalisme, la famille nucléaire, c'est vraiment la poule aux œufs d'or. La poule aux œufs d'or, tu peux expliquer peut-être? Ouais, la, p- la poule aux œufs d'or, autrement dit, est quelque chose qui permet de faire une fortune, de gagner beaucoup d'argent. Vous pouvez imaginer si vous aviez une poule qui pondait des œufs en or, bah, ça vous permettrait de devenir riche assez rapidement. Parce que quand la communauté est faible et qu'on a seulement des familles nucléaires qui vivent côte à côte sans avoir de lien entre elles, bah, chaque famille doit acheter sa machine à laver, sa voiture, sa tondeuse à gazon, etc. Donc ça, pour stimuler la croissance économique, c'est parfait. Alors que justement, dans ces nouvelles communautés, il y a cette idée de mettre les ressources en commun et de dire, bah voilà, dans un immeuble, par exemple, avec 5 appartements, on n'a pas besoin d'avoir 5 machines à laver. On peut s'organiser et puis peut-être que 2 machines à laver, ça suffit. Donc voilà, tout ça, ça s'inscrit aussi un peu contre le capitalisme. Ouais, c'est un peu une démarche anticapitaliste en plus d'être féministe, d'être LGBTQ+ friendly, etc., de sortir de tout ça. Et c'est vrai qu'on pourrait parler aussi, quand tu parles de capitalisme, de la disposition des femmes à prendre soin du foyer pendant que l'homme va travailler. Enfin, ça marche bien pour le productivisme, la famille nucléaire. Et justement, bah, le fait qu'aujourd'hui, on soit dans une période de crise du capitalisme avec des réflexions pour en sortir, ben ça va avec ces nouveaux liens concrets dans des sociétés qui, pourtant, pendant longtemps, ont été à fond dans la production. Oui, et donc ça passe notamment à travers ces liens de solidarité, mais aussi d'amitié. Et jusqu'à maintenant, l'amitié, c'était quelque chose qui, au niveau juridique, était plutôt invisible. Alors, comme tu l'as dit, autant le couple a été institutionnalisé depuis très longtemps grâce au mariage, autant pour l'amitié, il n'y a pas vraiment de contrat d'amitié entre personnes. C'est pas quelque chose qui a une existence juridique. On ne peut pas, imaginons par exemple, on ne peut pas prendre un jour de congé pour accompagner un ami dont le parent est décédé. C'est pas possible non plus d'hériter d'un ami. Enfin, je pense qu'on peut hériter d'un ami, mais à ce moment-là, on va payer vraiment des impôts très très élevés. Donc voilà, l'amitié, ça n'a pas vraiment d'existence juridique.
Et justement, alors c'est quelque chose qui est très embryonnaire, comme on dit, donc qui est seulement au tout début, mais il commence à y avoir des réflexions pour reconnaître l'amitié de façon institutionnelle. Il y a une loi en France qui encadre la cohabitation intergénérationnelle. On commence à faire des lois pour les droits de ceux qui aident les personnes qui sont en difficulté, qu'on appelle les aidants, que ce soit avec un lien familial ou pas. Et voilà, il y a quelques réflexions, quelques pistes. C'est pas des pistes qui risquent, je pense, à aboutir à des lois dans pas longtemps. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. On vous mettra sur la page de l'épisode quelques liens. Il y a notamment un colloque qui a été organisé en janvier 2026 à l'Assemblée nationale. C'est une députée LFI, Clémence Guettet, notamment qui est présidente de l'Assemblée nationale, il me semble, qui a organisé ce colloque et dans lequel on voit, voilà, notamment il y a des choses qu'on vous a dit qui ont été inspirées par cette vidéo qu'on vous mettra sur le site. Et voilà, donc il y a des réflexions, on n'est pas encore sur un moment où il va y avoir un mariage entre amis qui va être reconnu et puis les impôts le reconnaîtront, etc. Mais c'est intéressant d'y penser et de le penser comme une réaction à la crise du capitalisme, en effet. Voilà, on espère que cet épisode vous a plu, que ça vous aura poussé à réfléchir un peu à ce concept d'amitié. Peut-être que ça vous a donné envie d'envoyer un petit SMS ou d'appeler vos amis pour reprendre contact. Nous, on a été très contents de l'enregistrer pour vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Eh oui, à dans 2 semaines. Ciao. Salut.